Merci beaucoup de répondre à l'invitation parce que ça fait assez longtemps qu'on se connaît, mais je crois que tu es le spécialiste le plus complet du secteur des registrars parce que tu as une expérience assez vaste, assez variée. Donc, plutôt que je te présente, est-ce que tu peux nous raconter les éléments de ton parcours voilà, qui t'amènent à aujourd'hui être en charge des noms de domaine chez Netim? Écoute, merci pour l'invitation déjà. Effectivement, ça fait longtemps qu'on se connaît. C'était à l'époque où je travaillais chez Mail Club, qui est devenu SafeGrounds par la suite. Donc, je suis resté pratiquement 10 ans chez Mail Club, SafeGrounds du coup. Ensuite, je suis passé chez OVH, pareil, toujours dans les noms de domaine, pendant 2 années. Et bon, OVH, après les noms de domaine, ça reste du produit d'appel, donc on a vite fait le tour. Et puis chercher une entreprise un petit peu dynamique et à taille un peu plus humaine, entre guillemets, et une relation commune avec Bruno Vincent, donc le CEO de Netim, nous a mis en relation. Puis ça a matché direct, on est à peu près connectés pareil, les passionnés pareil, et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Je suis devenu directeur commercial et marketing donc de Netim et de France DNS, qui est une filiale de Netim spécialisée dans tout ce qui est francophone. Super. On va parler un peu de Netim parce que il y a les auditeurs qui connaissent bien Kaline, qui est sans doute le plus gros domaineur pour le SEO du monde. Et je l'ai vu sur un événement à Lisbonne et il me disait qu'il était chez vous, que c'est le registraire qu'il utilise. Et ce qui est assez étonnant qu'un Bulgare qui ne connaisse pas 2 mots de français finalement soit client chez vous avec des besoins très spécifiques. Et ma question, c'est par rapport à votre taille, comment ça se fait que vous ayez autant d'extensions que vous proposez, autant de pays? Ça va être un cauchemar de gérer les relations avec des registres de tous les pays. Donc, pourquoi ce positionnement? Alors que je l'aurais plus imaginé, tu parles de SafeBrands, ils ont des boîtes du CAC 40 comme clients, donc c'est normal qu'ils aient besoin d'avoir, je ne sais pas, telle extension de la Nouvelle-Zélande, par exemple. Et pourquoi vous faites ça? Et c'est quoi la raison de cette offre aussi large? Alors en fait, tout simplement, faut savoir qu'on fait 80% de notre chiffre d'affaires entre guillemets à l'étranger, hein, donc à l'export. Et donc sur de l'international, on est assez présent et pour le coup, on a besoin d'avoir pas mal d'extensions. En termes de clients, on n'a pas forcément des gros corporates du CAC 40, ça c'est pas notre cible actuelle en tout cas. Par contre, on a pas mal de revendeurs, pas mal de gens du SEO, pas mal de registrars qui passent par nous également, donc pas forcément des registrars français, mais des registrars étrangers, qui passent par notre plateforme pour enregistrer des noms de domaine dans des extensions qu'ils ne pratiquent pas, sur lesquelles ils ne sont pas accrédités, ou parce que pour X ou Y raison, quoi. D'accord. Donc Ah, voilà la principale raison pour laquelle notamment Kaline passe par nous, c'est qu'effectivement on propose beaucoup d'extensions à des prix assez agressifs, notamment pour tout ce qui est revendeur. très bien. Est-ce qu'il y a des extensions qui sont vraiment compliquées, je ne sais pas, des registres ou par rapport au volume, c'est un cauchemar. Par exemple, la Belgique, moi j'ai l'impression que c'est très bien le point BE, nous en tant que domaineur, mais j'ai l'impression que les registres, je ne trouve pas que ce soit très fluide. Est-ce qu'il y en a comme ça qui sont, alors sans critiquer le travail des uns et des autres, mais est-ce qu'il y a des extensions plus difficiles à gérer que d'autres, ou alors tout fonctionne bien à peu près? En fait, il y a deux catégories on va dire, il y a peut-être trois catégories, mais il y en a vraiment deux spécifiques. Tu as celles qui sont automatisées ou automatisables facilement avec EPP ou en équivalent. Donc le point BE en soi, il n'est pas très complexe et bon, on n'a pas de réelle problématique avec le point BE. Par contre, tu as des extensions qui sont plus manuelles, ce qu'on appelle du fulfillment, dans lequel tu as des documents à remplir, etc. Et tu prends par exemple le Brésil actuellement avec le Hmm. Covid, etc. C'est impossible de faire des transactions de transfert ou de changement propriétaire, par exemple. Tu as la Bolivie, quand tu veux payer un domaine chez eux, c'est par virement, c'est super long, il faut les relancer, il faut être derrière, etc. Donc tu as plein d'extensions comme ça qui, bon, payent pas de mine forcément pour nous en France, mais pour des locaux, pour des registrars, enfin des prestataires étrangers qui sont clients chez nous, c'est des extensions qui sont intéressantes et pertinentes, mais bon, pour nous, c'est pas forcément les plus pratiques à suivre en termes de, de relation avec le registre direct, quoi. Donc voilà. D'accord. Alors, j'ai une question justement sur les registrars, parce qu'on a donc SafeBrands dont tu as parlé, là, qui vient de passer sous le contrôle de Centralnik. CentralNic. Il y a plein de concentrations, de fusions. On voit beaucoup de
de petits registrars, enfin à l'échelle mondiale, parce qu'ils ne sont jamais vraiment petits, mais qui se font racheter. Est-ce que vous suivez ça chez Neteam? Quel est ton regard sur ces fonds comme ça qui rachètent des registrars et qui font des conglomérats? Est-ce que c'est bien pour le marché? Est-ce que Bah, ça améliore? ouais, si, c'est quand même, ça a quand même sa valeur ajoutée. Mais si tu regardes en France, si tu enlèves Indomco à l'époque, qui s'était fait racheter, qui avait été racheté plusieurs fois, bah, finalement, il y a eu Indomco, et maintenant il y a Safe Brands. Il n'y en a pas tant que ça qui se font racheter en France. Gandhi quand même, non? Puisque c'est quand même un fonds qui est propriétaire de Oui, Gandhi, non? t'as Gandhi, c'est quand même un fonds. Sur OVH, t'as quand même un fonds aussi qui est rentré, etc. Donc bon, oui, t'as des fonds qui rentrent, mais c'est pas vraiment des gros rachats purs et simples. Voilà. Après, ce qu'il faut regarder, c'est que si tu es une structure étrangère, style Centralnik, par exemple, si tu veux implanter ta marque dans un marché et intégrer, par exemple, le marché français, bah, tu as deux solutions. Soit tu arrives avec ta marque Centralnik ou tes revendeurs RRP ou enfin, peu importe, Internet BS qui appartiennent donc du coup au groupe Centralnik. Soit tu viens avec ces marques-là et tu viens en France et puis tu repars entre guillemets de zéro, parce qu'il faut te faire connaître, etc., etc. C'est pas forcément le plus évident. Soit tu te dis, bon, bah, finalement, on a de la finance, je regarde qui est potentiellement dans la même cible ou dans les mêmes capacités ou avec les interactions que tu peux créer, les synergies que tu vas pouvoir créer par la suite, la philosophie, l'état d'esprit, etc., qui matchent avec ton entreprise, et tu te dis, bah, tiens, finalement, il y a cette société-là et cette société-là, laquelle je vais pouvoir acheter, tu fais des analyses, tu regardes laquelle est la plus pertinente en termes de prix d'achat forcément, mais en termes de volume de nom de domaine, en termes de portefeuille client. Des entreprises type SiteBrands, effectivement, ils ont des entreprises comme clientes, des entreprises du CAC 40. Donc, bah, c'est intéressant de pouvoir, en rachetant SiteBrands, du coup, tu rachètes des portefeuilles d'entreprises avec qui, bah, si tu arrives en tant qu'Internet BS ou d'autres sociétés plus corporate du groupe Centralnik, c'est plus complexe parce que bah, ils ne te connaissent pas. Du coup, c'est pas évident. Donc, les centralisations comme ça, les concentrations de registrars, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Et il y en a de toute façon qui se passent régulièrement justement par rapport à ça. C'est-à-dire que tu as des gros groupes qui veulent intégrer des nouveaux marchés, et ben, le plus simple c'est d'acheter une société qui est sur place, qui a pignon, entre guillemets, pignon sur rue, et puis C'est ça, il n'y a pas besoin de ça roule, quoi. recruter, de comprendre le C'est plus marché, simple, etc. c'est ça. On Tu a as la des équipes qui structure sont pour ça. déjà en place, qui connaissent le marché, qui connaissent le fonctionnement, qui ont déjà des clients, qui ont déjà enfin, tout un process qui tourne. Donc, bon. D'accord. Alors, j'ai une question qui m'intéresse beaucoup, mais je pense que tu serais le seul à pouvoir nous répondre parce que justement, tu as vu des registrars très différents. C'est sur le type de nom de domaine qui sont enregistrés. Et on sait qu'on peut enregistrer un nom de domaine pour faire un site ou une redirection ou un email, enfin, l'usage premier, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font un enregistrement défensif. Il y a aussi du cybersquatting. En général, on n'enregistre pas un, mais à l'appel, donc en nombre, ça va être quelque chose. Il y a aussi les domaines maintenant pour le SEO. Je vois beaucoup de référenceurs qui enregistrent des noms de domaine d'entreprises, tu vois, qui avaient une existence auparavant. Et pareil, quand ils en enregistrent, ils n'en prennent pas un, mais s'ils peuvent, 5, 10. Et ils font des PBN, tu sais, les réseaux de sites Ouais, les réseaux de sites. aujourd'hui avec. J'ai des clients qui me disent, est-ce que tu peux me fournir 300 domaines? Donc aujourd'hui, le marché, il est finalement avec beaucoup d'usages. Est-ce que toi, tu saurais hiérarchiser finalement quand vous vendez un nom de domaine, le premier usage, le second, le troisième, voilà, comment tu classerais ça? C'est assez complexe comme question et je vais te faire une réponse un petit peu de Normand. C'est que il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de hiérarchie et qu'en fonction du registrar et en fonction des pays, ça va varier en fait. Si je prends pour la France et par rapport à ce que moi j'ai pu voir chez les différents registrars avec qui je travaille actuellement chez Neteam, tu as quand même beaucoup de noms de domaines qui sont enregistrés principalement pour de l'usage. Hmm. Tu as toujours du défensif, parce que ça existera toujours, parce que quand tu Et enregistres ton sous point quelles .com, extensions? Les défensifs, j'imagine qu'on prend plus des points bis, etc. maintenant, non? Donc non, c'est point quelles bis, extensions pour le c'est défensif? fini. Maintenant, c'est des extensions qui sont en rapport avec ton activité, mais que tu vas D'accord. pas forcément utiliser. Par exemple, j'ai une bêtise, as un club de tennis, tu vas enregistrer ton point de club, mais est-ce que tu vas communiquer dessus pour l'instant? Si tout ton branding est existant depuis des années et tu l'as fait sur ton point .fr parce que tu es un club de foot français ou un club de peu importe français, bah, tu vas continuer sur ton point .fr malgré que tu vas quand même réserver ton point club pour éviter que quelqu'un
viennent te voir un jour, bonjour, je vais enregistrer votre point club, si vous voulez racheter, c'est temps. Donc ouais, non, ça existera toujours. Après, de l'autre côté, tu as le défensif qui existe et qui est présent. Après, tu as tout ce qui est cybersquatting. Bon, ça, malheureusement, on peut rien y faire et Et je crois que en c'est nombre, le tu plus as une haut. idée de, voilà, est-ce que c'est, je sais pas, 10%, 5% des enregistrements? Dans les extensions chinoises, là, les ICU et compagnie, c'est vraiment que enfin, pas Ouais, que de là, ça, mais il y a beaucoup de fraude, beaucoup de spam, c'est vraiment une partie importante. ouais. Mais en France, ça se fait pas beaucoup, non? Ou il y en a En quand France, ça même? se fait pas beaucoup et je pense que les registrars français mettent en place plus ou moins tous, en tout cas, à ma connaissance, des systèmes pour éviter justement d'enregistrer toutes ces merdes, entre guillemets, Hmm. euh, pour éviter justement de se voir après se voir attaquer en UDRP ou même si t'es pas attaqué, en termes d'image, c'est pas terrible que ton nom ressorte associé Hmm. à tout ce qui est cybersquatting, phishing, etc. Donc tous les registrars français, en tout cas, à ma connaissance, ont mis en place des systèmes pour éviter justement ce genre d'attaque massive d'enregistrement de nom de domaine pour faire du cybersquatting et autres. Après, je t'avoue que si tu prends le top 5, ICU, XYZ, Top Online et Sites, Ouais, faut là, pas se leurrer. hmm. Déjà, c'est des extensions qui ne fonctionnent pratiquement qu'à la promotion. Donc, c'est des noms de domaine que tu vas acheter Des 1, 2 jetables. euros à l'année, c'est des jetables. Et derrière, soit tu as un réel projet, mais à ce moment-là, c'est pas forcément ces extensions-là qu'il faudrait prendre, soit tu n'as pas de projet direct, tu les enregistres et puis l'année d'après, tu les renouvelles pas et ils tournent là-dessus. Et si tu regardes toutes ces extensions-là, en fait, dès qu'il y a des pics sur les enregistrements, l'année d'après, bah, tu as une décroissance Hmm. forte parce que bah, les gens ne renouvellent pas. Donc ces gens-là, ces extensions-là, elles fonctionnent principalement sur de la promotion à l'achat. Donc sur ces extensions-là, effectivement, il y a quand même pas mal de noms de domaine un petit peu pourris qui traînent, quoi. Parce que justement, c'est pas cher. Donc c'est la contrepartie. C'est t'as du volume, mais t'as plein de pourris en termes de nom de domaine. D'accord. Alors, c'est pas forcément connu, mais on le savait parce que le boss a vécu en France assez longtemps et il était dans le secteur du domaine, mais Namecheap, tu sais, qui est deuxième, troisième, cinquième au monde, mais en tout cas un des premiers, en fait, ils sont vraiment dans ce créneau-là, hein. Ils sont accusés, ils disent que non, mais moi je le vois, dès qu'il y a un site, tu sais, de fraude, de spam, etc., Namecheap, en com, en net, etc., Ouais, Namecheap le fait, eux, ils se posent pas de questions, ils font beaucoup de volume, mais bon, ouais, c'est comme tu dis, c'est des domaines un peu jetables qui enregistrent et puis que tu vas pas renouveler, puis c'est ça. Namecheap est pas cher, donc ça convient bien, quoi. C'est ça. Après, t'as certains registrars qui peuvent se dire finalement, bah, c'est de l'argent et le risque d'être attaqué en tant que registrar, il est faible. Donc le jour où tu reçois une IDRP ou le jour où tu reçois une lettre d'avocat sur un nom de domaine en .com bah, en te disant bah, là c'est du phishing ou là il y a un malware intérieur, etc. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils coupent, c'est pas grave. Hmm. Ouais. C'est intéressant parce que souvent, ce qui n'est pas très connu, c'est que les registrars, ils sont domaineurs aussi. Je ne vais pas donner de nom là parce que c'est limite dangereux, hein, mais tu as des registrars qui utilisent leur statut de registrar pour enregistrer ces noms et utiliser eux-mêmes les mauvaises pratiques. C'est-à-dire Ouais. monétiser comme ça. Donc bon, Namecheap ne le fait pas, mais il y en a qui sont plus près de nous et voilà, qui travaillent comme ça. Donc c'est un peu C'est ce que je étonnant. voulais dire. Il y en a qui sont pas forcément très loin qui font ça. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est ça. Et alors, une autre question sur, on profite, hein, parce que là, on peut être très technique. Ce qui m'intéresse, c'est voir qu'aujourd'hui, les registrars sont quand même plus à la mode. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au nom de domaine et le truc, c'est qu'il faut trouver une approche pour les clients et il y a de plus en plus le côté sécurité des DNS, vol de nom de domaine. On nous dit, bah, venez chez nous parce qu'on a une offre qui est plus sûre. Est-ce que tu as une idée des produits qui sont derrière ou alors est-ce que c'est juste du marketing voilà, pour rassurer les gens, mais est-ce qu'il peut y avoir des différences entre tel ou tel registrar par rapport à la sécurité, je sais pas, DNS spoofing, etc. Est-ce que c'est un vrai risque? Pour le Kidam des mortels, entre guillemets, je te dirais que tu prennes la version sécurisée ou la version normale, tu verras pas la différence. Pourquoi? Parce que ton nom de domaine, par défaut, en règle générale, il est protégé contre le vol avec le hot-code, etc. Donc là-dessus, tu n'as pas trop de risques. Le seul risque que tu as, c'est de te faire hacker ton compte chez ton registrar. Mais là, peu importe les protections de DNS que tu vas mettre, etc., c'est trop tard. Après, tu as des protections justement au niveau des serveurs DNS et autres pour éviter
interaction au niveau du DNS. Mais là, après, c'est du DNSSEC ou équivalent. Bon, c'est du classique, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, tout le monde utilise les mêmes Tout le monde protocoles. utilise les mêmes protocoles, il n'y a pas le choix, c'est normé, bon voilà, ça fonctionne. Les seules choses que tu peux mettre en place en plus et que certains registrars proposent et que nous on propose également, c'est des protections que tu vas rajouter en supplément à tout ça, mais c'est des protections que tu vas mettre côté registrar en fait. Tu as ce qu'on appelle le registry lock, donc il va bloquer le nom de domaine au niveau du registre pour faire au niveau de la FNIC par exemple. Si tu veux faire certaines actions, bah, c'est plus compliqué, il faut déverrouiller, etc. Mais c'est des déverrouillages que tu fais depuis ton compte client, donc c'est toujours pareil, si tu fais pirater ton compte client, bah, tes noms de domaine, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc la problématique, elle est toujours à ce niveau-là, en fait, au niveau du registrar en lui-même. Donc ce qui peut être mis en place, c'est des protections plus au niveau du registrar, avec du two-factor, des options pour Ça va être l'équivalent. obligatoire, je crois, c'est ça cette année, le two-factor ou pas encore? Non, ce sera jamais. Enfin, je pense pas que ça devienne obligatoire. Hein. Ça sera très conseillé, mais c'est conseillé. Mais je vois nous avec nos clients, là, on l'a le two-factor et on a plein de clients. Tu leur parles de two-factor qui n'aiment pas. Déjà, qui n'aiment pas. Tu as ceux qui savent pas comment ça fonctionne et ceux qui n'ont pas envie de, à chaque fois qu'ils vont se connecter, devoir rentrer un code en plus, etc. Pourtant, c'est plus sécurisé, puis ça évite que quelqu'un hack ton compte. Mais bon. Moi, je pense que c'est une perte de temps, mais il y a tellement d'enjeux derrière qu'il faut l'accepter, parce que le jour où tu perds ton nom de domaine, c'est quand même j'ai l'impression que c'est une bonne protection. Hein, c'est une bonne protection, et puis c'est la première protection que tu peux mettre en place, qui est gratuite, et qui te prend juste un petit peu de temps, on va dire 2 secondes de plus quand tu vas te connecter à ton compte, et tu ne te connectes pas à ton compte toutes les 2 secondes non plus. Puis si tu te connectes toutes les 2 secondes, bah, ta session elle est active. Donc, ton authentification, tu n'es pas obligé de la refaire toutes les 2 secondes. Donc c'est un faux problème en soi, et pour moi, ça reste une vraie sécurité qui est gratuite et qui est accessible pour tout le monde. Après, tu as des sécurités payantes qui peuvent arriver en plus, qui sont des protections que tu vas mettre, par exemple, au niveau de certains noms de domaine. Tu peux dire un petit peu comme le registry lock, mais au niveau du registrar, c'est-à-dire que tu vas dire si tu veux faire une modification DNS par exemple sur ton nom de domaine principal, sur lequel tu as tout ton business, bah, il faut que ce soit validé par 2 utilisateurs différents par exemple. Donc c'est des protections que tu mets en plus comme ça. Mais de base, celle qui est gratuite et qui est accessible chez tous les registrars, c'est le two-factor. Et si déjà les utilisateurs activaient two-factor sur leur compte, ce serait déjà une bonne chose en termes de sécurité. Alors, j'ai une autre question qui me rappelle d'une intervention, je pense que c'était il y a bien 5 ou 6 ans, au début des nouvelles extensions. Tu avais fait une présentation très remarquée au NDD Camp, c'était vraiment le début, et on avait des perspectives exceptionnelles, enfin, il y avait une forme d'optimisme, et moi j'avais adoré justement ta présentation, parce que tu étais déjà visionnaire. Maintenant, il y a plus de recul forcément. Est-ce que tu penses que pour une entreprise aujourd'hui qui est active sur Internet, les NTLD sont un choix intéressant? Est-ce que pour son identité numérique, je ne dirais pas pour un site secondaire, mais vraiment pour la marque principale, est-ce que tu les conseillerais? Et est-ce que ça, c'est vraiment la première chose, ou c'est un second choix au cas où le .com, le .fr est vraiment très compliqué à voir, donc je passe sur un NTLD, donc, et puis peut-être lesquels tu aimerais par rapport à ces nouvelles extensions que tu connais très bien? Bah en fait, tu as deux façons de voir les choses. Soit tu restes traditionnel en te disant bah, j'ai peur que mes clients ne me trouvent pas si je prends un point app, ou un point, peu importe, un point bike, ou un point boutique, ou un point Paris, et tu vas garder ton point .fr ou ton point .com. Mais ça, c'est s'il est disponible. Si ton point .com ou ton point .fr, parce que tu veux un terme un peu générique, ou tu veux un terme un petit peu punchy ou autre, est déjà pris, comme beaucoup de noms de domaines intéressants sont déjà pris en .com, .fr, soit tu peux le racheter, soit tu te dis, bah, finalement, .com.fr, ok, il est pris par un tiers, c'est pas grave. Moi, je vais partir sur autre chose. Donc, si tu es sur Paris, bah, tu peux partir sur un point Paris, par exemple. Ou si tu as une application, tu prends un point app. Il y a pas mal de sites actuellement qui utilisent le point app. Et finalement, donc, le point app, c'est pas mal, de bien. Google, etc. Pour les applications, c'est pas mal. Parce qu'au moins, c'est parlant, tout le monde sait ce que c'est, et ça choquera pas les gens de voir ta marque .app. Ils savent que voilà, c'est l'application qui est associée. Après, tu as des extensions, c'est un peu plus, tu vois, les points VIP, le point XYZ, le point online, le point site. C'est des extensions, ouais. Pas très bien géré, quoi, par des registres.
Bah, au-delà de pas très bien gérer, c'est que ça t'apporte pas plus. Tu prends un point site, ok, je vais prendre almiron.site. Il n'y a pas Ça n'apporte d'identité quoi de vraiment plus, tu forte. vois, Ouais. ça permet pas au client de se dire, tiens, almiron.site, ah ouais, je vais trouver ça derrière. Il va se dire, ok, c'est un site web, et a priori, c'est le site web de Almiron. Mais bon, si j'avais un .fr ou un .com, ça disait exactement la même chose. Parce que si j'avais almiron.20, par exemple, on suppose que je suis caviste ou je suis grossiste en vin, ou enfin, quelque chose lié au monde viticole. Donc voilà, il y a des extensions qui ont du sens, et ça peut avoir un intérêt de communiquer directement sur cette extension-là pour ton site principal, mais il faut que d'une, elle ait du sens par rapport à ton activité, et de deux, que tu communiques correctement dessus, et j'irais peut-être même dire, quand même en protection, prends le .fr et le .com, parce Mm. que ça reste quand même Avec des une extensions principales. redirection pour que voilà, les Ouais, gens te trouvent au cas où, c'est quoi. ça. Ouais. Mais moi, je pense qu'on peut être assez fier, tu sais, la seule extension portée par des Français, là, le point best, parce Mhm. que voilà, le nom est évocateur, il est sympa. Alors, c'est pas pour tous les usages, mais bon, voilà, j'ai l'impression que c'est une Non, mais extension qui. voilà, c'est ça, c'est une extension qui a un sens, qui, bon, en plus, est française, donc Cocorico, voilà, autant en parler, mais elle a un sens, et puis en plus, avec leur système de réseau derrière et pour les avis, etc. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est fait avec, ça a un intérêt, après, bon, ça reste du point baisse, donc il faut aussi avoir quelque chose qui est en rapport. Tout le monde ne peut pas dire je suis le meilleur sur telle ou telle C'est ça. activité, donc bon, faut assumer derrière. Alors, j'ai une dernière question, même si on a dépassé les 20 minutes, mais c'était obligé Déjà, ça passe vite. par rapport à tout ce qu'on avait à évoquer. C'est sur l'évolution du marché. Nous, ça fait, je sais pas, une bonne quinzaine d'années qu'on se connaît. Je sais qu'au départ, le second marché était tabou et que finalement, nous, en tant que domaineur, on était vraiment mis à part. Et aujourd'hui, sans exagérer, tout le monde me dit, est-ce que tu n'aurais pas un domaine dans ça? On voit bien que dans les usages, les gens sont prêts à comprendre qu'on peut payer un petit peu plus cher un nom de domaine pour aller plus vite dans le référencement, pour avoir une marque qui soit plus facile à mémoriser. Et clairement, c'est plus nous qui sommes dans l'offre, c'est la demande qui est présente là. Et on le voit. Et ce qui m'étonne, c'est que les registrars comme vous, et en général qui sont vraiment en contact de cette demande, n'ont pas sauté le pas pour proposer ces offres. Et on voit, alors je ne pense pas à vous, mais si tu vas chez le numéro 1 français des registrars, tu tapes ton nom en .fr et il va te sortir 10 suggestions, toutes les plus inutiles les unes que les autres, avec 1 euro la première année, mais 80 euros la deuxième. Enfin, tu vois, des Ouais. choses qui ne répondent pas à la demande, qui apportent rien, alors que finalement, le besoin, il est là. Et vous seriez normalement en mesure d'y répondre. Est-ce que tu sais pourquoi finalement le second marché n'est pas encore intégré par les registrars? Je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore intégré. Je sais que nous, ça fait partie des choses qui vont être ajoutées dans la nouvelle interface sur laquelle on travaille actuellement. Après, pourquoi? Je dirais historiquement, c'est parce que c'est quelque chose c'était un peu l'inconnu, c'est des choses qui te faisaient un peu peur, le second marché. Déjà, tu vois, second marché, d'un point de vue client qui connaît pas forcément, il se dit, tiens, c'est quoi? Pourquoi moi je vais payer ce nom de domaine-là qui appartient à quelqu'un plus cher que mon .com que je peux avoir pour 10 euros, C'est quoi. ça, mais maintenant les gens se Les posent plus gens ces commencent, questions, je crois. voilà, les gens sont un peu moins, du coup, un peu moins là-dessus, et les évolutions en font que les gens sont un petit peu plus ouverts à ce niveau-là. Et je pense que maintenant, effectivement, les clients sont prêts à mettre un peu plus cher en se disant deux choses. La première, c'est je prends un nom de domaine qui a déjà une historique et un référencement et du jus, etc. Donc, bah, quand moi je vais mettre mon site derrière, bah, je vais directement être mieux classé que si je partais de zéro, forcément, parce C'est que j'ai ça. un historique. Donc, tu as ce point-là. Et le deuxième point, c'est que bah, malheureusement, en termes de nom de domaine, bah, quand tu cherches un nom de domaine sympa, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont déjà prises. Et là, bah, tu as deux solutions. Soit tu rajoutes des termes, soit tu changes de marque, mais si tu en avais trouvé une sympa, c'est toujours frustrant de se dire ah, j'avais trouvé ça, et puis tu t'aperçois que bah, derrière, tu as déjà une marque, ou derrière, tu as déjà le nom de domaine en .com qui est pris, comme souvent. Bah, du coup, tu te dis ah, ok, plutôt que de changer d'avis, partir sur autre chose qui me plaira moins, bah, au lieu de payer 12 euros ou 10 euros ou 8 euros, peu importe, 6 euros mon .com, je vais payer peut-être 500, 200, 1000 euros, 5000 plus en fonction de la qualité du terme et la demande, etc., qui peut exister. Mais voilà, au moins, c'est one shot et j'ai le domaine qui me fait plaisir et sur lequel j'avais envie de mettre ma marque.
Donc après, ouais, c'est juste des arbitrages à faire entre ce que j'ai envie, ce que je peux avoir et combien ça coûte. Enfin, c'est comme tout dans la vie, C'est en ça, fait. je crois qu'il y a des entreprises, tu sais, comme Udot, Cedo, etc., Ouais, qui ont déjà finalement, le savoir-faire et qui peuvent être des partenaires ouais, carrément. naturels des registrars et aujourd'hui répondre à cette demande. Mais bon, bah, écoute, ça. En tout cas, c'est intéressant de voir comment ça va évoluer parce que nous, on investit depuis 15 ans dans ces noms-là. Et si tu m'avais demandé il y a 15 ans, comment j'aurais vu le marché, j'aurais pensé que ça fait très longtemps que je serais, tu sais, avec la piscine et tout, qu'on aurait tout vendu. Donc, c'est allé beaucoup plus doucement qu'on le pensait. Mais par contre, nous, on sent une évolution. Et on sent qu'aujourd'hui, clairement, les noms de domaine sont prisés. Je ne sais pas si ça va durer parce que peut-être qu'un jour, il n'y aura plus besoin de nom de domaine. Ce ne sera pas bon pour Netim, Ah mais non, ça sera pas bon voilà. pour nous ni pour vous, mais Mais tout change. C'est-à-dire que on n'a aucune certitude sur le futur, mais aujourd'hui, je pense qu'on est plus dans une phase où le nom de domaine est assez prisé. Donc, oui, bah, tu sais, à un moment donné, avec Facebook, avec les c'est ça. applications, etc., c'était la mort prédite des noms de domaine. Tout le monde Ça se n'a pas disait. duré. Ça n'a pas duré parce que derrière, bah, les applications, de toute façon, ils leur font un nom de domaine pour fonctionner, etc. Il y a les emails, enfin bon. Pour l'instant, je dirais, on est tranquille. Mais bon, après, l'avenir, on ne sait pas. C'est ça. Bah, écoute, un grand merci Sébastien. Ça a été un plaisir immense. Donc, Bah, bah, je te merci à souhaite. toi, c'est un peu court, mais on aura l'occasion peut-être de remettre ça. Alors, avec grand plaisir, je serai invité quand tu veux. Ben, Voilà. à très bientôt, peut-être à NDD Camp, s'il nous laisse réorganiser les événements, parce que tu es un conférencier de, de grande qualité. Donc voilà. Merci Merci à beaucoup toi. encore et à très bientôt, Seb. Merci, à bientôt.